Bonjour à toutes et à tous. Bon, on espère que vous n'êtes pas trop endormis après la pause repas. Donc, je me présente rapidement. Je suis Maud Charaf, je suis la directrice adjointe du Hub 612. Le Hub 612, c'est un incubateur accélérateur VC de la Caisse d'épargne. En gros, on accompagne des entreprises qui sont dans la fintech, l'insurtech, mais également le B2B. Et on les accompagne à grossir de manière croissante et pérenne. Voilà. Et j'ai une petite casquette produit, d'où le fait que je me retrouve sur la scène. Mais en très bonne compagnie, je suis avec Jordan Julie. Donc Jordan, c'est un serial entrepreneur, c'est le cofondateur de Spendesk. Et une fois qu'il est parti de Spendesk, il a recommencé forcément. Et il a monté une nouvelle entreprise qui s'appelle De Facto, il y a maintenant presque 2 ans. Et De Facto, c'est une start-up qui permet d'obtenir des financements à court terme en B2B. En gros, ils nourrissent le BFR des entreprises. Et il va nous raconter un peu comment ils sont passés justement au niveau du produit, comment ils ont construit leur produit au lancement de l'entreprise. Mais une première question, Jordan, qu'est-ce qui t'a amené à l'entrepreneuriat ? Déjà, merci beaucoup. Merci de m'inviter. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. C'est la première fois que je viens à Lyon. Moi, je suis parisien. Je ne savais même pas où c'était sur une carte de France, quoi. Et je m'en fous. Donc très, très, très content d'être ici. J'ai pu faire des petits tours avec des bouchons là, hier soir. C'était cool. Peut-être déjà, première question. Donc, dans l'audience, combien de personnes bossent en produit ? Si vous pouvez lever les mains. Ok, donc pas tant que ça. Qui veut faire du produit ? Qui veut faire du produit, qui est là pour se découvrir une vocation. Ok, bon, merci, c'est cool, top. Qui est entrepreneur ? D'accord. Qui est plutôt financier ? Ok, bon, merci. J'ai peut-être oublié des personnes, désolé. Du coup, pour ta question, pourquoi je fais de l'entrepreneuriat ? Je pense que la première réponse qui me vient, c'est que j'ai le modèle de mes parents qui sont entrepreneurs ensemble, donc ils bossent ensemble. Ils ont lancé une boîte en 95, donc ça va faire bientôt plus de 25 ans. C'est un logiciel pour des back-office bancaires. Donc voilà, logiciel, banque, etc. Donc, et en gros, c'est la boîte qui a grossi quand on était petit avec ma sœur. Et donc voilà, on a un peu ce modèle, je dirais, d'entrepreneuriat. Et donc finalement, ça c'est après mes études, etc. Ça a été l'option qui me paraissait la plus naturelle, quoi. Et chez Spendesk, tu étais déjà côté produit. D'où vient ta sensibilité sur le produit ? Alors, j'ai pas du tout de sensibilité design, zéro. Je suis pas spécialement empathique, qui pour moi doit être une qualité assez irréprochable pour faire du produit et pour se mettre en fait à la place de ses utilisateurs. Par contre, ce que j'aime bien faire, c'est essayer de comprendre un peu, essayer de modéliser les processus, les parcours et les processus métiers, et voir. Je suis un peu feignant aussi. Et du coup, voir si on peut sauter des étapes ou simplifier certaines choses. Et ça, du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire du produit, quoi. On fait avant de parler de Facto, ta nouvelle aventure, on va faire un petit comeback en arrière. Forcément, Spendesk, ça a été une grosse aventure. C'est une société que tout le monde connaît. Qu'est-ce que ça t'a appris d'être CPO de Spendesk ? Donc Spendesk, moi, j'ai rejoint en tant que cofondateur, c'était mi-2016. J'en suis parti mi-2020, donc ça va faire 3 ans. Et j'y suis resté un peu moins de 4 ans. En tant que gars produit, j'ai d'abord été premier product manager, en gros. Donc je faisais les specs et je bossais avec le CTO et l'équipe tech et designer pour sortir des trucs. Ensuite, en tant que CPO, j'étais responsable de recruter et structurer les équipes produit tech. Donc, on a mis en place des squads. On a essayé de mettre en place certaines choses pour mieux travailler ensemble et du coup pour shipper plus de features. Et enfin, je me suis spécialisé dans les sujets plus fintech, donc tout ce qui tourne autour de ce qui est émission de cartes, services de paiement, etc., qui est un skills un peu random, pas très utile dans le quotidien, mais bon, qui est quand même assez cool. Donc voilà, donc ça a été... ensuite, pendant que j'y étais chez Spendesk, on a grossi de 3 à presque 200 personnes. Quand j'ai quitté, on était post-série B. On avait fait une série B de 35 millions d'euros.
Et donc on amorçait la phase de scale, où il fallait recruter des dizaines et des centaines de personnes pour vendre plus et construire plus. Donc qu'est-ce que ça m'a appris? Je dirais plein de trucs, quoi. Je pense que le point principal, c'est du coup Rodolphe, mon associé et CEO, avait une façon de manager qui était très en prise de recul. Et donc, en fait, il laissait vachement de responsabilité aux gens. Et du coup, une part assez importante de l'équipe avait vraiment l'impression que c'était leur boîte à eux aussi. Et donc, en fait, c'est des gens qui mettaient énormément d'énergie et qui nous aidaient en fait à tirer à tirer la boîte et à faire grossir. Grosse culture d'entreprise. Ouais, je pense une belle culture. Top. Et là, avant qu'on rentre dans le vif du sujet de la conférence, forcément, comment tu as identifié la problématique à laquelle répond De Facto et, comme on en a discuté tout à l'heure, qu'est-ce qui fait que tu es parti à l'antipode de ce que faisait Spendesk? Donc, chez De Facto, on est trois associés. Il y a Marco, qui est en gros un copain d'école et qui ensuite a bossé 10 ans en Californie en tant que data engineer. Donc, sans surprise, c'est notre CTO. Et ensuite, il y a Morgane, qui est une ancienne collègue de Spendesk, qui s'occupait en fait de la stratégie un peu bise. Et donc, on était tous les deux. Moi, j'étais du coup au produit, elle plutôt côté bise. Et donc, on était en contact avec des centaines de PME, des dirigeants, des DAF, des experts comptables, etc. On leur offrait notre solution de gestion des achats. Donc, on leur permettait de mieux gérer leurs achats et de mieux gérer leurs dépenses. Mais à la fin de la journée, ces boîtes-là avaient besoin de cash pour payer. Pourquoi? Parce que, j'anticipe un petit peu sur le pitch de De Facto, mais c'est pas très grave. Pourquoi? Parce qu'en France et en Europe, les PME sont coincées entre leurs gros clients qui vont les payer à 30, 60, 90 jours et leurs gros fournisseurs qui demandent à être payés tout de suite. Ça crée du coup des trous de trésorerie et donc du besoin en fonds de roulement. Et c'est à cette problématique-là qu'on a décidé c'est à cette problématique qu'on s'adresse. Et ensuite, est-ce qu'on fait l'antipode de ce qu'on a fait chez Spendesk? Antipode, je sais pas, mais disons qu'avec Morgane, du coup, on a eu la chance chez Spendesk de vivre une phase d'hypercroissance en termes de bise, puisqu'on est passé de quelques dizaines à presque plusieurs milliers de clients, mais aussi une grosse croissance en termes de headcount, parce que ça venait du modèle de Spendesk où on avait besoin de recruter plus de personnes côté bise pour grossir. Et donc, ça, disons que c'est une phase qui nous a pas plu plus que ça. Et donc, pourquoi? Parce que c'est pas notre kiff, en fait, de recruter et de structurer des équipes de centaines de personnes. Donc, on a essayé de chercher un business model et une opportunité dans laquelle on allait pouvoir grossir l'impact du business sans forcément trop grossir en termes de taille d'équipe. Et c'est là où on va rentrer encore plus. On va rentrer dans la première phase. Donc, pour ceux qui ne sont pas habitués du produit, dans le produit, il y a différentes phases. On va commencer par la première. On va justement essayer de vous apprendre un petit peu tout ça. Donc, les trois grosses phases, ça va être la discovery, le delivery et le launch. Donc là, on va partir sur la discovery. En gros, c'est la phase de découverte utilisateur. Et avec le gros thème de la conférence, comment on met en place un plan d'action pour aller vite et avoir un produit en 3-6 mois, avoir quelque chose d'efficient? Alors le titre est trompeur. On n'a pas sorti De Facto en 3 mois. Donc voilà, désolé pour la déception. S'il y en a qui trouvent ça insupportable, vous pouvez partir. Non, on a mis en prod par contre en 6 mois, je pense. Alors, par où commencer? Le plan d'action. Finalement, en fait, on a un peu découpé les sujets. Du coup, on s'est dit on a essayé de définir quel allait être en fait le parcours minimum pour apporter de la valeur. Donc, dans notre cas, c'était octroyer un premier prêt. Et donc, en fait, ça a été l'objectif de l'année 2021. À partir du moment où on a lancé la boîte, on s'est dit, voilà, notre North Star, l'obsession, c'était octroyer le premier prêt à n'importe qui, quoi, disons. Et du coup, pour faire ça, pour octroyer un premier prêt,
Il faut la bonne licence. Le bon, c'est je dirais le bon setup réglementaire. Pourquoi ? Parce qu'en France, faire du crédit, c'est soumis, c'est une activité qui est régulée. Donc de facto, on évolue dans une industrie qui est régulée. Moi, du coup, c'est la partie que j'aime bien, un peu chiante, mais dans laquelle on peut essayer de naviguer. Donc il y a une partie comme ça, régulation. Donc on s'est fait notre roadmap régulation. Il y a une partie en fait trouver l'argent. En fait, avec quel argent si on prête à quelqu'un, il faut bien qu'on ait de l'argent. Et ensuite, il y avait un petit peu toutes les briques un peu fonctionnelles qu'il fallait construire pour faire ça. Et dans ces briques-là, il y a une partie de récupérer une demande de prêt. Bonjour, je veux 1000 euros. Récupérer de la donnée auprès de l'utilisateur. Décider si oui ou non on octroie le prêt. Et faire du paiement. Et envoyer l'argent, quoi, en gros. Et donc, du coup, on sait... tout ce qui n'était pas dans ce chemin critique, on l'a dégagé. Et pour la petite histoire, notre premier système de décision d'octroi de crédit, c'était oui tout le temps. Donc on a aussi décidé de dégager ça, qui paraît un peu... Quand est-ce que tu dis non, quoi. Et là-dessus, pour pouvoir déterminer sur ces 3 parties, vous avez fait une phase d'interview utilisateur. Comment vous avez identifié vos personas et les segments pour pouvoir répondre à ces 3 briques et éviter de dire oui tout le temps aussi, de développer les bonnes choses qui vont bien? Alors donc on sait quand on s'est lancé sur Defacto, donc ce qu'on propose c'est du crédit à des PME et le crédit c'est pas nouveau, ça existe depuis je sais pas 3-4 000 ans quoi. Donc il y a un enjeu de comment est-ce qu'on peut faire un peu différemment, comment est-ce qu'on peut faire mieux. Du coup dans cette phase un peu de recherche utilisateur à des fins de différenciation, donc on a parlé à un certain nombre de boîtes, plusieurs dizaines. Il n'y a pas besoin de faire des milliers d'interviews. Il y a un moment donné, en fait, on récolte de l'information à partir d'un certain nombre d'interviews utilisateurs. Et puis, il faut y aller, quoi. Et donc, on a parlé à des typologies de boîtes un peu différentes, donc des très petites, moyennes, plus grosses, etc., pour essayer de voir, en fait, disons, sur quel type de boîte il y avait potentiellement le besoin le plus important. Ensuite, le truc à l'époque sur lequel j'étais un peu obsédé, c'est j'avais lu ce bouquin qui s'appelle Blue Ocean Strategy, je crois. Stratégie Océan Bleu, pour traduire. Et c'est un bouquin qui met en avant 2-3 exemples, je trouve, hyper intéressants. Il parle notamment du Cirque du Soleil. Je vois, tu souris, tu l'as peut-être déjà lu. Ok, cool. Donc il parle du Cirque du Soleil, qui est du coup un cirque qui s'est lancé sans animaux. En fait, les gars qui ont étudié le truc, ils se sont dit, les gens vont au cirque, machin, mais bon, ils aiment plus trop, ça coûte super cher d'avoir des animaux, d'avoir des éléphants qui marchent sur des ballons. Et finalement, les gens n'aiment plus trop ça, quoi. Donc en fait, on va faire un cirque, mais on va enlever les animaux. Et du coup, tout ce bouquin est sur quand on lance quelque chose, en fait, qu'est-ce qu'on peut enlever ? On pense toujours, on veut écrire, on veut lancer telle et telle feature, etc. Mais nous, on était obsédés par, en fait, qu'est-ce qu'on peut enlever par rapport à ce que fait, disons, la concurrence. Donc, nos interviews utilisateurs étaient hyper centrés sur, OK, aujourd'hui, vous avez peut-être des problèmes d'argent, etc. Mais racontez-nous, en fait, vos options. Donc, en fait, on était vachement dans la recherche d'alternatives et la recherche de solutions qui existaient potentiellement déjà. Et on demandait en fait aux gens de nous raconter dans ces alternatives-là, en fait, qu'est-ce qui marche pas, c'est quoi les points importants, qu'est-ce qui sert à rien selon vous, avec dans l'objectif d'essayer de trouver des trucs qu'on allait pouvoir enlever. Et comment tu structurais et tu menais ces entretiens pour justement avoir les bonnes données à récupérer et pour pouvoir passer à la phase suivante ensuite ? De façon très concrète, on essayait de poser des questions ouvertes. Surtout pour en fait faire parler les gens, quoi. Et essayer de temps en temps un petit peu rebondir. On axait, comme je le disais, du coup, les discussions plutôt sur racontez-nous un peu vos alternatives. On essayait d'axer les discussions sur comprendre un peu le contexte autour du besoin. Donc par exemple, quand on parlait à je sais pas moi, un DAF, on lui demandait en fait, à quel moment de la journée, de la semaine, du mois,
est-ce que vous réfléchissez à vos enjeux de financement? On voulait essayer de voir s'il y avait une récurrence ou un pattern. Est-ce que en fait, les entreprises se posent la question de leur BFR plutôt tous les matins quand elles se réveillent ou en fin de mois, etc. Donc voilà, essayer un peu de comprendre le contexte dans lequel s'inscrit le besoin ou le problème. Et j'avais un dernier point qui m'échappe là. C'est pas grave. Sur cette phase, justement, quand tu faisais passer tes entretiens, comment tu mettais en parallèle, comment tu testais ta proposition de valeur? Comment tu faisais en sorte de te dire, OK, c'est là où je vais cocher toutes mes bonnes cases et pouvoir affiner un petit peu plus ce à quoi va ressembler le produit que je vais proposer. Voilà. Comment tu mettais ça en parallèle? Comment tu le testais sur les entretiens et comment tu arrivais à te différencier de l'existant, hein? Voilà, c'est ça mon dernier point. C'est à partir d'un certain nombre d'entretiens, en fait, on commence à finalement à avoir des hypothèses. Et à se dire bon bah on pense que ça sert à rien, ou on pense que nous dans notre cas on voulait mettre l'accent sur notre proposition de valeur de rapidité. On s'est dit ok, quand les utilisateurs nous racontaient, ils nous disaient voilà, aujourd'hui je demande un crédit auprès de ma banque, donc j'y vais, je signe des papiers, mon conseiller part en vacances pendant 3 semaines, moi derrière j'attends, je sais pas s'il y a des banquiers, mais j'espère pas. Et ça prend 3 à 5 mois. Et du coup, nous, on s'est dit, bon, bah, on va essayer de faire les choses plus rapidement. Donc, on a assez rapidement testé la proposition de valeur. Ah, tiens, et si ça prenait de l'ordre de la journée, ou de l'ordre de la minute, ou de l'ordre de la seconde. Et on essayait de voir comment ça pouvait résonner. Parce qu'on fait des crédits de l'ordre de la seconde. Donc, je vois qu'on se moque. Et deuxième hypothèse qu'on voulait valider, c'est en fait à quel endroit ça fait sens pour une boîte de demander du crédit, et en particulier du crédit court terme. Et donc l'hypothèse qu'on avait, qui a été, je pense, disons notre pari un peu stratégique, le plus structurant, c'est que ça faisait sens pour une boîte de demander du crédit dans des outils qu'elle utilise déjà. Typiquement dans son logiciel comptable, dans son petit ERP, dans son logiciel de facturation, et des choses comme ça. Et donc là, ce qu'on a voulu tester, c'est est-ce que toi, en tant que dirigeant, tu te verrais cliquer sur un truc qui dit avoir de l'argent maintenant, alors que tu regardes un peu tes factures, les échéances, etc. Donc ça, c'était quelque chose voilà, qu'on voulait tester, quoi. Ok, donc là on passe la première phase, donc première discovery. Ensuite, on va commencer à passer sur la partie plus delivery. Donc là, vous avez dû définir votre parcours utilisateur, spécifier un peu plus le produit en fonction du persona et du business model auquel vous allez associer tout ça. Comment vous avez défini justement toute cette partie job story? On va mal parler, on va peut-être leur expliquer aussi après. Et le parcours utilisateur pour répondre correctement aux besoins de tes futurs clients. Donc là-dessus, donc c'est vrai qu'on a essayé d'utiliser le formalisme des job stories, qui est, je ne sais pas qui connaît les user stories dans la salle. Ok. Donc c'est des trucs qui disent as a user, I want to do X. Et les job stories, c'est un petit peu différent. C'est un formalisme qui a été introduit par Intercom, je crois, qui vient des jobs to be done, qui est un concept qui a été introduit par Christensen, je sais plus le gars qui a écrit Crossing the Chasm, qui a écrit plein d'autres bouquins. The Innovator's Dilemma. C'est Moore pour Crossing the Chasm. Ah ouais. Bon, bah, je me suis planté. Et en gros, bon, c'est un formalisme, quoi. Il y a de la littérature dessus. Je vous invite à lire les 3 articles. Mais c'est un formalisme qui essaye de capturer le contexte utilisateur en plus de la persona. Donc du coup, il y a un enjeu déjà d'essayer de voir un petit peu quels vont être les user persona. Donc nous, typiquement, il y a le dirigeant qui, lui, se pose des questions sur sa trésor. Il y a aussi, par exemple, le comptable qui, lui, peut avoir une vue des engagements, de dépenses, des futurs revenus, etc. Mais ce n'est pas la personne qui prend la décision de demander un crédit au nom de la boîte. Et ça, il a fallu le comprendre. Et ensuite, donc voilà, il y a différents comme ça user persona, donc il faut focaliser sur une, quoi, au début.
Et ensuite, il y a le contexte. Donc, comme j'expliquais au début, est-ce que c'est plutôt un besoin qui vient tous les mois ou tous les jours, etc. Et est-ce que ça peut faire sens d'offrir ce genre de service dans des parcours du type gestion de mes achats, gestion de mes dépenses. Donc, une fois qu'on a défini ça, on s'est dit, OK, quel est en fait le set de features minimum qu'il nous faut pour offrir ce genre de truc. Et donc, on a dégagé tout le superflu. Donc, par exemple, au début, on n'avait pas de système de facturation. On ne savait pas biller nos clients pendant 6 mois. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas critique dans le parcours utilisateur de « je veux un prêt ». Donc, vu que notre hypothèse, c'était de se distribuer via des marketplaces, des outils comptables, etc., on a d'abord fait un produit qui était une API, qui avait vocation à être intégré par ses partenaires. Et donc, dans les personas, on avait aussi l'équipe tech de nos partenaires. Et donc, on a essayé de comprendre également ce qui était important pour elles. Donc, est-ce qu'il faut des webhooks, est-ce qu'il faut un SDK? Et tout ça, en fait, c'est des questions qu'on a posées à nos utilisateurs et on a essayé avec l'objectif de dégager un maximum de must-have. De réponses. Donc là, c'est un bon moyen de nous expliquer comment vous avez pris la décision de passer en forme d'API. On peut peut-être aller un peu plus loin sur le processus de distribution que vous avez mis en place justement avec les partenaires, parce qu'il y a un système où ce n'est pas directement ton client final, il y a un intermédiaire au milieu. Comment on construit tout ça et comment vous avez mis en place le processus et qu'est-ce qui a étayé votre décision ? Du coup, nos clients finaux sont les TPE-PME à qui on prête. Donc ça, c'est les entreprises pour qui on résout, entre autres, des problématiques de besoin en fonds de roulement. Et en fait, on les aide à trouver des sources de financement simples. Ensuite, le gros pari qu'on a fait, c'était qu'on allait essayer de toucher ces boîtes, non pas directement, donc avec des équipes commerciales ou du marketing, venez emprunter de l'argent chez nous. Ça ferait bizarre. Vous n'avez pas de cash, venez. Donc on ne se voyait pas mettre des bannières avec ce genre de message. Et donc, on a exploré la distribution indirecte. Et ça a été, je dirais, l'hypothèse fondatrice. Et donc, on s'est mis à faire des user interviews avec des partenaires potentiels. Qui, du coup, c'est une deuxième grande typologie de persona, avec des sous-personas dedans. Donc, dans le partenaire, il y a en gros le gars du marketing qui est content parce qu'on lui permet d'ajouter une fonctionnalité. On lui permet de dire à ses clients bonjour, dans notre plateforme, vous pourrez obtenir du crédit. Il y a l'équipe tech qui est en charge du coup de l'intégration de notre API. Et donc, il y a des sous-personas dans cette typologie d'acteurs. Et en fait, on a réussi on a un peu affiné la proposition de valeur pour ces plateformes-là, avec plusieurs interviews. Donc, par exemple, on travaille avec des marketplaces comme Malte. On travaille avec des logiciels comptables et des logiciels de finance comme Pennylane et Libéo. Et on bosse avec Conto. Et du coup, pour ces plateformes, la proposition de valeur, c'est plus de features, du coup, de la différenciation, de la rétention client et de la monétisation. Et donc, une fois qu'on s'est dit ça, on a travaillé un peu avec elle, mais on avait très concrètement, on avait des channels Slack partagés pour pouvoir échanger au quotidien avec les équipes tech de ces partenaires-là. Et ça s'est fait facilement ? Non, c'était très dur. On a aussi eu des déceptions où en fait on court après un partenaire pendant des mois. Finalement, ce partenaire accepte de nous intégrer. Donc là, c'est la fête. Il accepte de nous mettre dans sa roadmap produit qui, on le sait, roadmap qui sont très chargées, etc. On démarre l'intégration et puis d'un coup, ça s'arrête parce qu'il y a un revirement stratégique. Le projet n'est plus une priorité pour le partenaire. Donc en fait, le matin, on était comme des fous et l'après-midi, on était au fond du trou, quoi. Donc, Et est-ce que toute cette partie-là, ça t'a permis de valider ton business model ? Et d'ailleurs, quel est ton business model à l'heure actuelle ?
Alors, en termes de business model, l'équation, c'est la suivante. Donc, à nos emprunteurs finaux, les TPE-PME, on charge un taux d'intérêt. Donc, elles viennent, elles nous empruntent 10 000 euros pour 30 jours. Et donc, on vient facturer un taux d'intérêt là-dessus. Ensuite, côté coût, du coup, il y a le coût de la dette. Parce que du coup, nous, il nous faut de facto, donc on va emprunter de l'argent à gauche pour le prêter à droite. Donc du coup, les liquidités qu'on va chercher auprès d'acteurs spécialisés, elles ont un coût. Il y a le coût du risque. Du coup, on a là en 2022, on a prêté à plus de 4000 boîtes. Certaines ont fait défaut. On a eu des notifications par lettre recommandée de procédures collectives. Donc voilà, c'est triste pour ces boîtes, mais nous, ça nous emmerde. Et du coup, faut faire en sorte que notre portefeuille de prêt, en fait, performe d'un point de vue indicateur, quoi. Donc on a voilà un coût du défaut. Donc il y a coût de la dette, coût du défaut, et ensuite coût des opérations. Donc du coup, on gère du coup derrière un portefeuille de prêt. Ça, c'est comme du stock, quoi. Et donc, ça demande de l'investissement sur de l'automatisation, les relances, la gestion des paiements, tous ces trucs-là. Donc, c'est ça le business model. Il y a une particularité dans le crédit qui est la suivante, en fait. Quand on se lance, le coût de la dette est très élevé. Pourquoi ? Parce qu'en gros, on se lance, donc on part de zéro. Et donc, pour qu'une personne nous prête, en fait, elle prend un risque énorme, dans le sens où elle peut se dire « Qu'est-ce qui me prouve que vous allez faire les choses bien ? Qu'est-ce qui me prouve que vous n'allez pas exploser dans 6 mois ?» Et donc, tu payes cher la dette au départ. Et ensuite, à mesure qu'on arrive à construire un portefeuille client, construire un portefeuille de prêt et à prouver que le tout fonctionne bien, on peut aller voir des acteurs plus gros pour emprunter moins cher. Donc voilà. Donc ça, d'une part. Donc du coup, a priori, le coût de la dette tend à décroître dans le temps. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Et du coup, le business model, au départ, est pété. Donc, fonctionne pas. Et donc, c'est un enjeu, en fait, d'arriver à convaincre ces investisseurs, notamment en equity, qu'il faut accepter de passer par une phase où, finalement, le business model ne fait pas trop sens, mais à terme, le fera. Oui, parce qu'on l'a peut-être pas dit tout à l'heure, mais De Facto a déjà effectué des levées de fonds, et tu as levé plus de 15 millions, c'est ça ? C'est ça, on a levé 15 millions d'euros en 2 levées, ouais, une mi-2021 et une mi-2022. On fait rétro-pédalage et on retourne sur le lancement du produit, parce que sinon on va trop sortir du sujet de la conférence. Donc on parlait de toute la partie discovery. Donc ensuite vous avez mis en place les boucles, vous avez commencé à tester, mesurer. Comment on priorise les idées et quelle méthodologie on met en place à ce moment-là ? Donc la priorisation, c'est vraiment le cœur du métier de produit, je dirais. Et c'est très difficile. Théoriquement, c'est toujours pareil, on a une idée et on pense qu'elle va apporter de la valeur. Donc on essaye de quantifier la valeur en termes de nombre d'utilisateurs potentiels, usage, je sais pas quoi. Et ça a un coût d'implémentation notamment. Et ce coût, on essaye de négocier avec son CTO pour voir si on ne peut pas le réduire le plus possible. Donc ça c'est un peu la théorie. Et au début, on n'a pas du tout fait comme ça. Donc en fait, on avait un certain nombre d'idées de fonctionnalités, voilà, qu'on voulait implémenter pour nos partenaires, des webhooks, et qu'est-ce qu'on expose comme données. Pour nos emprunteurs, le fait de payer en plusieurs fois, je dis n'importe quoi, de la gestion des devises, donc on peut imaginer plein de trucs. Et disons qu'on priorisait un petit peu presque à la tête du client, quoi. Donc on avait un gros partenaire qui nous disait moi il me faut ça, sinon votre API ça marche pas, donc on les faisait. On avait des gros clients qui nous demandaient des trucs, on les faisait. Donc voilà, donc on n'avait pas forcément peut-être une déception, mais on n'avait pas une méthode éprouvée, waterproof, machin, pour prioriser de façon hyper objective. Néanmoins, à chaque fois qu'on décidait de construire un truc, on essayait d'aller jusqu'au bout.
pour délivrer de la valeur, même si derrière, c'était pas forcément l'optimum. Et deux, on essayait de ne pas construire des trucs qui seraient spécifiques à des clients. Donc chaque chose qu'on construisait, on essayait de faire en sorte que ce soit applicable au plus grand nombre, même si on n'avait pas évalué ce plus grand nombre. Donc là, on est d'accord, il n'y a toujours pas de code pour le moment. On est encore en phase de maquettage, on est encore en train de se poser des questions, ou tu as attaqué le code. Enfin, comment vous avez un petit peu modelé tout ça? Alors pour l'histoire, du coup, j'étais à la bourre par rapport à mon CTO. Donc lui était prêt à coder, il était là, il était chaud, il revenait de vacances, machin. Et moi, j'étais à la bourre dans mes specs et dans les maquettes. Parce que je voulais faire plus de user interview et j'étais aussi sur les sujets là, réglementaires. Mais bon, ça c'était spécifique. Et en gros, donc il a commencé, du coup, il a commencé par coder des trucs qui seraient agnostiques au produit. Donc par exemple, il s'est fait plaisir sur tout ce qui est infrastructure, sur tout ce qui est, donc on est tout sur AWS, auto-déployé, machin. Il s'est fait plaisir sur les frameworks de test. Donc voilà, il a mis plein de trucs en place parce que j'étais à la bourre sur les specs, mais du coup aujourd'hui on est content d'avoir du coup une infra solide, une infrastructure qui tienne, ouais. Ok. Et justement, quand vous êtes passé à la phase développement, quand il est rentré dans la boucle, comment ça s'est passé? Ouais. Alors comment ça s'est passé? Donc au départ de Defacto, donc on a commencé à coder, je pense, un genre de septembre 2021, et notre premier prêt, on l'a fait décembre 2021. Donc finalement, ouais, 3 mois, c'est pas si trompeur. Du coup, à ce moment-là, il y avait que 2 personnes en dev et moi au produit. Et en fait, on se parlait en permanence. Et un truc, je pense, sur lequel on a passé beaucoup de temps en amont, c'est tout ce qui est data model. Donc en fait, on a passé énormément de temps avec mon associé à se dire, ok, c'est quoi un peu nos objets en base de données. On a des objets factures, on a des objets paiement, on a des objets transactions. Et en fait, on a débattu des heures. Notre troisième associé, Morgan, qui s'occupait du biz, était exaspéré au possible parce qu'on débattait aussi énormément sur la sémantique, sur le nom des champs. Et mon associé, Marco, CTO, pour lui, c'est hyper important. Tout est une question de sémantique, presque. Ce qui peut paraître contre-intuitif, mais ça, je pense que c'est un investissement que je suis très content qu'on ait fait. Ça vient du fait que chez Spendesk, j'ai été traumatisé par un truc. Bon, c'est très, très, très spécifique, hein, donc chez Spendesk, on avait donc, du coup des cartes. On donnait des cartes aux gens. Ils allaient dépenser 10 € au McDo. Ça faisait une transaction de 10 €. Et après, on leur demandait mettez un reçu. Et donc, on avait un objet paiement, voilà, 10 €. Il y avait un attribut reçu qu'on avait appelé facture, qui venait justifier l'achat. Okay, mais on n'avait pas d'objet facture. Et un jour, un client est venu nous dire bonjour, moi j'ai des factures que j'ai pas encore payées. Et ça, on savait pas le gérer. Et en fait, ça a donné lieu à 2 ans de refacto parce qu'on s'était planté sur le data model. Donc et d'ailleurs c'était ma faute. Donc finalement c'est un investissement qui je pense moi est rentable. Primordial en fait pour la suite. Ouais, en tout cas, quand tu te plantes, ça peut coûter très cher, quoi. Et donc, on avait ces débats comme ça incessants de comment est-ce qu'on nomme tel champ, etc. avec mon associé Marco. Et ensuite, quand il s'est mis vraiment à coder, donc là, j'ai pu jouer mon rôle de PM, qui est en fait donner à bouffer aux devs, quoi, en gros. Donc, on essayait de partir le plus possible, on essayait de se faire un peu des retreats, des hackathons avec les deux techs. Et donc, moi, je cuisinais et eux codaient. Comme ça leur permettait de coder un max, quoi. Donc, c'était top. Et une fois que ça a été codé, comment vous avez préparé le lancement avec les alpha-testeurs? On entend toujours parler des bêtas, mais la phase d'avant, les alpha-testeurs, comment vous avez préparé ça? Donc, du coup, les premières user interviews qu'on avait faites, c'était du coup pendant l'été. On a continué en fait à nouer la relation avec ces personnes que du coup on a appelé le Alpha Group. Et donc c'est des gens qui avaient démontré de l'intérêt pour le projet, qui avaient démontré de la disponibilité.
Ça, c'est quand même le max qu'on puisse demander de quelqu'un. Et qui avait, pour certaines, a priori un besoin, et qui donc était partante pour tester un truc un peu bancal, quoi. Et donc, on a comme ça continué à nourrir ce groupe-là, à tel point que quand on s'est lancé, on a fait un événement dans un resto italien à Paris, et on les a tous invités. Et du coup, le jour où on s'est dit, tiens, voilà, on est prêt à passer en production, on a d'abord eu une phase qu'on a appelée dog food, où en fait, c'est De Facto, en tant qu'entreprise, qui a testé de prendre un prêt auprès de De Facto. Donc c'était un peu tordu, mais ça nous a permis en fait de tester que le truc marchait de bout en bout. Et une fois que ça, voilà, on s'est dit que ça marchait à peu près, on a fait cette phase d'alpha où on a recontacté tous ces gars-là avec qui on est déjà en contact. Et on leur a demandé de tester. Parfois, on était avec elles physiquement quand elles allaient faire les clics, cliquer sur les boutons et tout. Et donc, il y avait Marco qui était là, débugger en live. Donc, c'est un processus qui est très, très artisanal, quoi. Ça a duré combien de temps, cette phase? Un genre de 1 mois. Ça reste quand même assez rapide. Ouais, parce que le périmètre fonctionnel était simpliste. C'était bonjour, je veux un prêt. Donc, l'interface, c'est minime. Et le résultat, c'est 1 000 € sur mon compte. Ça, et donc, il n'y avait pas d'enjeu de... on a écrémé au maximum des fonctionnalités qu'on pourrait imaginer de je veux inviter mes utilisateurs, je veux des notifications, je veux des trucs comme ça. Tout ça, on avait dégagé. Donc, la phase de test cœur, c'était assez rapide. Et justement, est-ce que tu as tiré des leçons de cette phase de lancement? Disons que ça nous a permis de... comment dire? Je pense que le gros du truc, ça a été améliorer notre capacité à troubleshoot. Donc en fait, donc de facto, on manipule de l'argent, et donc il faut quand même un certain niveau de finition. On ne peut pas se permettre de ne pas avoir une information parfaite de pourquoi un virement s'est planté, ou c'est quoi le statut, ou où est l'argent, quoi. Parce que derrière, c'est notre argent qu'on prête et que du coup on perd potentiellement. Et quand un client te rembourse, t'as pas envie de te planter. Donc je pense que dans cette phase d'alpha, on a surtout renforcé la fiabilité, quoi, du machin. Et ensuite, derrière, ça nous a permis de... on a commencé à travailler sur la suite, qui est un petit peu les fonctionnalités pour avoir un produit un peu plus bêta, quoi. Donc là, tous les trucs de notification, le billing, les choses comme ça, c'est devenu des must-have pour la phase de bêta, pour en fait commercialiser, disons, l'offre, quoi. Et avec le recul, il y a des choses que tu ferais différemment ou pas? C'est une bonne question. Probablement, mais dans les grandes lignes, non. Ça peut arriver, hein. Là, à l'heure actuelle, donc, vous avez lancé le produit, vous avez dû commencer à recruter, je pense. Au niveau de ton équipe, justement, comment tu fais pour recruter les bons profils? Au début, c'est super dur, puisqu'en fait, on se lance, on n'est personne, il n'y a rien. Et donc, en fait, il faut demander à des gens de nous faire confiance, presque en tant qu'individu, et de faire confiance dans le fait que ce qu'on est en train de construire, ça va être utilisé. Donc, typiquement, notre premier data scientist, je me souviens au premier call qu'on avait fait avec lui, il nous dit mais personne va intégrer votre API, les gars, c'est n'importe quoi. Et il en reparle maintenant 1 an plus tard en disant j'arrive pas à croire que j'ai dit ça, quoi. Et surtout j'arrive pas à croire que des gens l'intègrent, toujours pas. Et il a raison. Donc on prenait ce genre d'objection, quoi. Donc en fait finalement on demande aux gens de croire un peu dans certains paris qu'on prend, et ça en fait ça prend énormément de temps. Donc on a passé on a la première personne qu'on a recrutée, du coup, est arrivée en septembre 2021. Bon, à la limite, on s'en fout des dates, et en fait, on est resté moins de 10 personnes assez longtemps. Vous êtes combien maintenant? Là, on est 16. Donc, ça reste une petite équipe, quoi. Le truc sur lequel on a, on a vraiment le truc qu'on a beaucoup travaillé en recrutement, c'était essayer d'être clair sur l'ambition.
Au moins, si on ne croit pas dans le truc à T0, bah, on peut être animé par l'ambition. On a essayé de travailler un petit peu l'impact qu'on voulait avoir auprès d'une cible donnée. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'était de servir des TPE-PME européennes. Et on a aussi été clair sur 2-3 éléments un peu structurants de la culture de boîte. Donc en fait, là, aujourd'hui, on est une équipe assez petite et on cherche à le rester. Et donc, en fait, dans notre processus de recrutement, on disait, voilà, nous, on veut rester lean, donc on veut recruter que des personnes avec un certain niveau d'expérience. Mais donc, si ce que tu cherches, c'est à manager des dizaines de personnes, bah, c'est pas chez De Facto, quoi. Et donc, ça nous a permis d'être assez sélectif sur en fait, juste de s'aligner sur les attentes, quoi. Donc, je pense que en termes de valeur, machin, tout ce qui est genre innovation, bienveillance, tout ça, on l'a pas fait. Parce que aucune boîte dit on est des connards comme valeur, ça serait bizarre. Mais on a essayé d'être un petit peu clivant sur notre façon de bosser, de sorte en fait à filtrer en fait les individus et à essayer de faire en sorte que ce qui était important pour nous résonne chez nos premiers candidats. Et justement, ça serait quoi c'est quoi la suite pour De Facto? C'est quoi ta vision? Maintenant, après quasiment 2 ans d'existence, un produit lancé, les premiers clients, c'est quoi la suite? Alors, la vision, ça consiste quand même à essayer de définir un futur qui n'existe pas encore aujourd'hui. Et donc, moi, j'appelle plutôt ça un pari, quoi. Si a posteriori, il s'avère qu'on avait raison, bah, on peut dire, ah, voilà, je vous l'avais dit, j'étais visionnaire. Mais en fait, à l'instant T, voilà, ça reste un pari. Nous, ce qu'on essaye de continuer à faire, c'est d'offrir en fait une nouvelle expérience de financement pour les TPE-PME en faisant du coup ce qu'on appelle de l'embedded lending. On croit que le futur du financement se fait dans des outils qui font sens et se fait de la façon la plus rapide et la plus simple possible, quoi. Donc c'est dans cette direction, quoi, qu'on construit. Très bien. Il nous reste moins de 5 minutes. Si on essaye de reprendre un petit peu les points, on va reprendre les grosses phases avec juste une phrase lead pour bien retransmettre les phases dans lesquelles vous êtes passé, qu'est-ce qui a conduit tout ça. Sur la discovery, ça serait quoi pour toi la chose à retenir? Le Cirque du Soleil. Non, et plus précisément, en fait, cette espèce d'obsession d'enlever des trucs. Ok. Partie delivery, qu'est-ce qu'on retient? Data model. Ok. Et le launch? Le launch, c'est tout au long des 2 premières phases, continuer à alimenter une communauté d'alpha-testeurs. Pour que en fait, le jour où on peut se lancer, bah, en fait, on a déjà en fait, des prescripteurs et des gens qui vont accepter de prendre quelques pots cassés dans la tronche, quoi. Et enfin, si tu avais des conseils à quelqu'un qui se lance ou qui cherche à créer un produit rapidement en suivant ton exemple, ça serait lesquels? C'est dur comme question. J'aurais dû plus préparer. Non, je pense que ça demande quand même un certain niveau d'énergie. Donc, je suis crevé, quoi. Donc, faut s'y préparer, mais physiquement, quoi. Ça, d'une part. Deuxièmement, je pense que ça demande en fait à un moment donné, quand on fait voilà, de la recherche utilisateur, etc., ça nous permet en fait d'avoir des data points, mais à un moment donné, il faut extrapoler le truc, quoi. Donc, on ne peut pas prouver quantitativement, je pense, hein, qu'une opportunité existe, sinon elle existerait. Parce qu'il y a des gars de McKinsey qui passent leur journée à faire des analyses. Donc, si un truc ressort de façon évidente et sans équivoque, c'est que c'est bizarre. Donc en fait, à un moment donné, pour moi, hein, l'analyse un peu qualitative doit laisser sentir qu'il y a un truc. Et à ce moment-là, faut y aller, quoi. Il ne faut pas avoir peur et après garder aussi... Si, on peut avoir peur. Non, il ne faut pas avoir peur d'y aller, plutôt. Ouais. Mais si. On avait peur d'y aller. Hein. On se disait, mais c'est quand même bizarre ce qu'on tente, mais bon, on y va, quoi. Bah, c'est top, merci beaucoup Jordan. Bon alors on a appris qu'il n'y avait pas de questions du public, donc si vous voulez discuter avec Jordan, il faudra l'attraper dans un coin à l'issue de la conférence. On espère que vous avez appris plein de choses. Merci beaucoup pour ce moment. Merci. On est même en avance. Merci.